On a tous déjà eu cette impression, que notre cerveau est une machine un peu capricieuse. Mais et s'il existait une sorte de mode d'emploi? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer le cognitivisme. C'est la théorie qui imagine notre cerveau comme un ordinateur super puissant et qui a littéralement tout changé dans notre façon de voir l'apprentissage. Alors la grande question, comment ça se passe là-haut? Comment notre cerveau fait-il pour apprendre vraiment? Ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est un processus que la science a tenté de modéliser. Et le modèle le plus parlant, celui qui va nous servir de guide, il compare notre esprit à une machine qu'on connaît tous par cœur, un ordinateur. Oui, aussi simple que ça. Cette idée, elle peut paraître basique, mais c'est la clé pour déverrouiller une théorie absolument passionnante, le cognitivisme. Alors tenez-vous bien, on va plonger dans le code source de notre propre cerveau. Bon, cette histoire de cerveau-ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas juste une belle image, non. C'est vraiment le socle d'une approche qui a tout bousculé. Alors voilà, le cognitivisme, c'est la théorie qui a osé ouvrir le capot pour regarder ce qu'il y a dans le moteur. Plutôt que de se contenter de regarder ce qui entre et ce qui sort, on s'est enfin intéressé à ce qui se passe dedans. Comment notre esprit va trier, organiser et digérer l'information. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle décompose le processus en étapes claires. C'est comme un ordinateur en fait. D'abord, il y a une entrée. Le cerveau reçoit une nouvelle info. Ensuite, il la traite pour lui donner un sens. Puis, il la stocke quelque part dans la mémoire. Et enfin, il la récupère au moment où il en a besoin. C'est un cycle permanent et super actif. Mais attention, pour bien saisir l'importance du cognitivisme, il faut savoir qu'il n'est pas sorti de nulle part. Il est né pour s'opposer à une autre grande théorie, un peu comme une mise à jour majeure du système d'exploitation de la psychologie de l'époque. Avant les années 60, c'était le behaviorisme qui dominait. Pour cette théorie, le cerveau était une sorte de boîte noire. On s'intéressait seulement aux comportements qu'on pouvait observer, un simple jeu de stimulus-réponse. Et puis, paf, le cognitivisme arrive et dit « Stop ! Ce qui se passe dans la tête, c'est ça qui est important. Une vraie révolution. » Et là, le contraste est frappant, non? D'un côté, un apprenant passif qui subit un conditionnement, et de l'autre, un apprenant qui devient actif, qui traite l'info. Le vrai changement, le cœur du sujet, c'est ce basculement de l'extérieur vers l'intérieur. Du comportement visible au mécanisme de la pensée. Ok, poussons la métaphore de l'ordinateur encore un peu plus loin. Un ordinateur, ça gère plein de fichiers différents. Des documents textes, des logiciels, des images. Eh bien, notre cerveau, c'est pareil. Il stocke différents types de connaissances. Ce tableau, il est vraiment essentiel pour comprendre. D'abord, on a la connaissance déclarative. C'est le quoi, les dates, les faits, les définitions. C'est comme un fichier de texte. Ensuite, la connaissance procédurale. Ça, c'est le comment. Savoir faire du vélo, résoudre une équation. C'est notre application, notre point exe. Et enfin, la conditionnelle, la plus subtile. C'est le quand et le pourquoi. Savoir quand utiliser telle ou telle connaissance. C'est le script intelligent qui dit « si telle condition, alors telle action ». Et ça, pour l'apprentissage, c'est fondamental. Par exemple, pour apprendre à conduire. Connaître le code de la route, c'est déclaratif. Savoir passer les vitesses, c'est procédural. Et savoir quand freiner ou accélérer selon le trafic, ça, c'est conditionnel. Un bon apprentissage, ça doit forcément jouer sur les trois tableaux. Très bien, mais comment on se sert de tout ça au quotidien? Comment on peut créer une sorte d'interface plus simple, plus intuitive pour notre cerveau? Allons voir comment le cognitivisme fonctionne sur le terrain. En pratique, ça donne des outils qu'on utilise tous les jours. Les cartes mentales, par exemple, c'est comme créer une arborescence de fichiers pour aider le cerveau à s'organiser. Les petits quiz réguliers, ce n'est pas pour punir, c'est pour forcer notre processeur à aller chercher l'info, ce qui la renforce. En fait, chaque technique a un seul but, rendre le traitement de l'information plus facile et plus efficace. Et cette idée est vraiment à retenir. Un bon schéma, une bonne infographie, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une question d'ergonomie pour le cerveau. L'idée, c'est de présenter l'information pour qu'elle soit non seulement vue, mais surtout comprise, traitée et mémorisée. Évidemment, comme tout système d'exploitation, même le meilleur, la métaphore de l'ordinateur a ses failles. Le cognitivisme n'est pas une théorie magique, et c'est important d'être conscient de ses, disons, bugs potentiels. Le reproche principal qu'on peut lui faire, c'est justement de voir le cerveau comme une machine un peu trop parfaite, un peu trop logique. On le sait bien, un cerveau humain, ce n'est pas qu'un processeur froid. C'est rempli d'émotions, de motivations, de doutes, bref, tout un tas de facteurs que l'analogie informatique a du mal à prendre en compte. Oui, pourquoi une personne a-t-elle envie d'apprendre? Comment fait-elle pour rester concentrée? Est-ce que ce qu'elle apprend a un sens pour elle, personnellement? Toutes ces questions sont profondément humaines, et le modèle pur du traitement de l'info peut parfois les mettre un peu de côté. Mais pour conclure, même avec ses limites, le cognitivisme reste un plan de travail incroyablement utile. Il nous a donné une sorte de schéma directeur pour bâtir des formations qui ne se battent pas contre notre cerveau, mais qui, au contraire, travaillent en harmonie avec lui.
Alors la prochaine fois qu'il faudra apprendre quelque chose ou le faire apprendre à quelqu'un, la question se posera, comment est-ce qu'on va programmer cette expérience? Comment organiser l'info, la mettre en scène, pour qu'elle soit parfaitement traitée par ce super ordinateur qu'on a tous entre les deux oreilles? La question reste ouverte, évidemment.